Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. Bonjour et bienvenue sur Gergovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie, les chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leurs découvertes et leur rapport sensible au site de Gergovie. Pour ce nouveau rendez-vous, Sylvain, responsable communication, et moi-même, Marion, médiatrice culturelle, nous accueillons Bertrand Doustessier. Archéologue, ingénieur de recherche à la Maison des sciences de l'homme de l'Université Clermont-Auvergne, Bertrand Doustessier est spécialiste de l'Antiquité et s'intéresse depuis plus de 20 ans au territoire des Arvernes après la conquête romaine. Il est responsable de la chaire d'archéologie Arvernes 2.0 et dirige plusieurs programmes de recherche interdisciplinaires. Bertrand Doustessier porte un intérêt particulier aux nouvelles méthodes autres que les fouilles dans la conduite d'exploration archéologique. Il est également depuis 2019 directeur de la collection Terra Mater des presses universitaires Blaise Pascal. Cette collection compte depuis peu de temps un nouvel ouvrage, Éclat Arvernes tome 2, soutenu par le musée de Gergovie. Dans ce nouveau numéro de Gergovie 360, nous recevons donc un archéologue multifacette. Avec lui, nous aborderons deux questions principales. Comment les Gaulois, notamment les Arvernes, vivent au lendemain de la guerre des Gaules ? Et comment en apprendre plus sur cette période grâce aux nouvelles méthodes et technologies utilisées par les archéologues ? Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors vous travaillez sur l'époque gallo-romaine plutôt, qui est une période historique qui est un peu plus tardive que celle à laquelle nous nous intéressons directement, nous, habituellement à Gergovie. Alors, est-ce que nous avons fait une sorte de hors-sujet en vous invitant sur ce podcast Gergovie 360 ? Alors, je ne sais pas, ça sera à vous à me le dire peut-être à l'issue de ce podcast. Après, certes, je travaille sur l'Antiquité, mais j'ai aussi toujours essayé de développer des approches diachroniques, donc essayer de travailler un petit peu sur le temps long et pas seulement me focaliser sur une période, parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus de choses quand on prend les choses dans une globalité, à la fois chronologique, mais aussi spatiale. J'apprécie d'avoir une approche vraiment spatiale et pas forcément cytologique. Et puis également une approche, en fait, pour essayer de décloisonner là aussi un petit peu les choses, une approche entre les disciplines, interdisciplinaires, et pas seulement purement archéologique, par exemple. Et alors, si on recloisonne un tout petit peu, on est ici à Gergovie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce site de Gergovie, justement après la conquête romaine ? On sait, grâce aux fouilles de Magali Garcia qui ont été menées il y a une quinzaine d'années sur le plateau, qu'il y a un sanctuaire qui est occupé durant le Haut-Empire. Mais globalement, de ce que l'on sait pour l'Antiquité, eh bien, c'est qu'il ne se passe plus grand-chose. Finalement, le plateau n'est plus occupé, c'est-à-dire que comparé à l'époque gauloise, il y a une désertion, tout simplement parce qu'il y a la création d'Augustonemetum, la capitale, chef-lieu de cité, pas très loin de Gergovie, qui a été décidé. Donc effectivement, le centre de pouvoir politique, religieux, maintenant, c'est bien Clermont-Ferrand, ce qui deviendra plus tard Clermont-Ferrand, donc Augustonemetum. On l'a dit dans la question précédente, votre champ de recherche est extrêmement large, tant sur les périodes que les lieux, les objets d'étude. Vous vous intéressez autant à l'urbanisme qu'à l'architecture, l'artisanat, en particulier la poterie à Lezoux, ou encore la religion, notamment avec le temple de Mercure au Puy-de-Dôme. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques secondes, quelques minutes, votre parcours ? Mon parcours, finalement, c'est un parcours assez classique. Je suis archéologue, j'ai fait des études à la fois d'histoire et de géographie. Et finalement, la combinaison des deux m'a amené à l'archéologie, et plus spécifiquement à l'archéologie des paysages. C'est pour cela que je m'intéresse au territoire et pas forcément toujours à un site en particulier, mais j'aime bien essayer de travailler à une échelle un petit peu plus vaste, essayer de comprendre les réseaux
la façon dont ça s'organise. En préparant le podcast, on a vu que vous étiez responsable de la chaire d'archéologie Arverne 2.0, qui porte un nom assez énigmatique. Pourquoi Arverne 2.0 ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ambition derrière ce nom ? Alors l'ambition, c'est simplement de marquer le territoire sur lequel on se positionne, donc le territoire des Arvernes, une partie de l'Auvergne actuelle. Et 2.0, c'est simplement que l'idée de la chaire, c'est d'essayer d'appliquer de nouvelles méthodes et notamment des nouvelles technologies pour essayer de mieux documenter des sites connus anciennement, mais aussi essayer de découvrir de nouveaux sites, toujours avec comme fil rouge en employant des méthodes non invasives. Donc, pour moi, l'idée, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de fouilles qui sont menées et qu'on peut peut-être aussi employer d'autres techniques pour documenter différemment certains sites. Donc, c'est pour cela que je tente de déployer des méthodes comme simplement la prospection aérienne, qui est une méthode bien connue, mais qui livre encore énormément de résultats, et le territoire de l'Auvergne se prête bien à l'utilisation de cette méthode. Mais on peut aussi employer des méthodes géophysiques pour aller explorer des sites qui se trouvent d'ailleurs dans l'environnement très proche de Gergovie. Et puis on peut aussi essayer de faire des analyses, par exemple dans des céramiques, pour essayer de comprendre ce qu'elles ont pu contenir à un moment donné. On peut employer aussi des nouvelles méthodes pour essayer de détecter des sites qui sont à l'heure actuelle sous la végétation, sous la forêt. Donc c'est les LIDAR, Light Detection and Ranging. C'est essayer de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces zones, notamment sous forêt. Donc c'est toutes ces méthodes que j'essaye de mettre en œuvre et de déployer dans le cadre de cette chaire. Justement, ça nous amène tout à fait naturellement à une question qu'on se posait, parce qu'on se rend bien compte que pour le commun des mortels, quand on pense archéologie, on pense fouille avant tout. Et si on a souhaité vous inviter, c'est parce qu'on sait que vous vous intéressez donc à toutes ces autres méthodes d'exploration archéologique qui sont dites non invasives. Et on s'intéressait, nous, particulièrement à la question de l'archéologie aérienne, que vous avez visiblement beaucoup pratiquée, que vous continuez visiblement à pratiquer. Et bien, on voulait vous demander qu'est-ce que c'est l'archéologie aérienne, comment est-ce que ça fonctionne, et puis peut-être comment vous en êtes venu à avoir recours à cette méthode particulière. Alors l'archéologie aérienne, c'est une méthode qui est bien connue en fait, qui a été développée dans un premier temps par des militaires. Dès que les aéronefs ont été de plus en plus employés pendant la Première Guerre mondiale, en fait les militaires se sont rendus compte que simplement en prenant un petit peu de l'altitude, eh bien, on pouvait détecter des vestiges qui sont soit encore en élévation, soit des vestiges enfouis qui vont être révélés à un moment donné grâce à la végétation qui va pousser à l'aplomb des vestiges qui sont enfouis. Donc cette méthode, elle fonctionne très bien en Auvergne, notamment dans le bassin de Clermont-Ferrand, dans la plaine de la Limagne. Et au moment du mûrissement des blés, eh bien, on peut voir apparaître un certain nombre de sites qui sont enfouis, et on peut se rendre compte de la densité et de l'extrême occupation de la plaine de la Limagne durant l'Antiquité. Ce sont des dizaines et des dizaines de grosses villas gallo-romaines qui ont pu être détectées grâce à cette méthode, mais également des villes entières que l'on peut découvrir grâce à cette technique. Et même pour le regard non exercé, ça donne des images, des photos qui sont un peu spectaculaires. Alors c'est très spectaculaire, effectivement, et c'est un petit côté presque magique, parce qu'on se demande comment est-ce que les cultures peuvent refléter ce qu'il y a dans le sous-sol de manière aussi précise. Et c'est vrai que quand on arrive à embrasser tout un site directement avec un cliché et un site qui peut être très vaste, c'est toujours assez merveilleux. Chaque année, en fait, je découvre de nouveaux sites, et c'est toujours avec un réel enthousiasme que je fais ces découvertes. J'ai eu l'extrême chance, par exemple, il y a quelques années, de découvrir intégralement une ville gallo-romaine sur les communes de Beaulieu et Charbonnier-les-Mines, au sud du département du Puy-de-Dôme,
C'est une ville qui fait plusieurs dizaines d'hectares, qui était suspectée mais non documentée. Et là, simplement, avec une mission aérienne, en quelques minutes, eh bien, ça permet de documenter une ville entière qui était totalement endormie, qu'on ne soupçonnait pas de cette importance. Et ça permet de mieux comprendre aussi eh bien, le territoire des Arvernes, le maillage des agglomérations au sein du territoire, et puis mieux documenter aussi cette agglomération. En fait, s'installe le long d'une grande voie de communication. Donc, on arrive aussi à mieux documenter les connexions entre le territoire des Arvernes et les territoires tout autour. Donc, effectivement, en utilisant très peu de moyens, ça prend peu de temps et ça permet de documenter certaines fois de manière très conséquente les choses et de faire avancer la connaissance scientifique. Vous parliez justement d'une découverte faite vers Charbonnières que vous aviez en tête, qui était déjà identifiée. Est-ce que vous avez aussi découvert, un peu par surprise, en survolant des zones, des nouvelles zones inattendues, insoupçonnées ? Alors, les prospections, c'est toujours un petit peu par hasard. Généralement, il n'y a pas de plan de vol. C'est en fonction des cultures. En fait, on suit les cultures et on sait qu'il y a des cultures qui fonctionnent mieux que d'autres pour révéler les vestiges enfouis. Et donc, il faut faire un suivi très régulier, le plus régulier possible. On survole différentes zones et effectivement, on peut avoir des surprises. Et c'est ce qui est passionnant, en fait, c'est qu'on a une lecture du paysage et une lecture diachronique du paysage. Donc moi, je suis spécialisé dans l'Antiquité. Je sais reconnaître, je pense, relativement facilement les vestiges qui datent de l'Antiquité, même si, évidemment, ça demande des vérifications au sol par la suite. Mais la prospection aérienne permet bien, de découvrir des vestiges de toute période. Et donc moi, qui suis antiquisant, j'ai pu m'émerveiller, effectivement, de découvrir, il y a seulement 2 ou 3 ans, une très grande ferme néolithique sur les bords de l'Allier, type d'habitat qui n'était pas connu encore en Auvergne et qui est très peu représenté même en France. Au niveau métropolitain, on n'en connaît qu'une grosse dizaine. Donc c'est assez spectaculaire et c'est toujours passionnant. Alors, évidemment que ce n'est pas moi qui vais aller documenter ce site plus avant parce que je ne suis pas néolithicien, mais les collègues de la période sont enchantés de pouvoir bénéficier de l'apport de ces prospections aériennes, de documenter un nouveau site. Et là, il y a par exemple une collègue qui, cette année, va déposer une demande de sondage sur cette ferme néolithique pour essayer de la documenter stratigraphiquement cette fois-ci. Alors, on voit bien les passerelles, effectivement. Et alors, justement, est-ce qu'il y a une frustration quand on découvre comme ça un site en prospection aérienne et que ce site ne fait pas l'objet de fouilles archéologiques par la suite ? Alors, il y a une excitation quand on découvre les sites. Moi, je continue à m'émerveiller, alors que ça fait 20 ans que je pratique cette technique. Je continue à m'émerveiller de tout ce qu'on peut découvrir et surtout du côté un petit peu magique, c'est-à-dire qu'on continue à découvrir des choses dans des champs qu'on a pourtant survolés des dizaines et des dizaines de fois. Donc ça dépend vraiment des conditions climatiques, ça dépend des cultures qui sont installées. Donc ce côté-là, je trouve, est absolument passionnant, excitant. Après, une frustration, pas du tout. Et moi, je suis plutôt tourné vers l'idée qu'il faut essayer de documenter des sites aussi par des méthodes non invasives, d'essayer de les documenter le mieux possible sans avoir recours forcément à la fouille, puisque la fouille, c'est quand même une méthode qui va détruire partiellement les vestiges, voire totalement, puisqu'on va descendre stratigraphiquement jusqu'au niveau le plus ancien. Et je me dis qu'il faut pouvoir aussi transmettre des choses aux générations futures. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à l'heure actuelle, là, depuis 20 ans, on n'a jamais autant fouillé en France parce qu'on a un cadre législatif qui le permet. Mais on n'a jamais, finalement, et c'est terrible de le dire aussi, même si la connaissance scientifique avance, on n'a jamais autant détruit de sites archéologiques. Et c'est un bien qui n'est pas renouvelable. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et je pense que l'utilisation de méthodes non invasives permet de localiser très précisément des sites, de les documenter, de commencer à les comprendre et quelque part de pouvoir les protéger aussi. Plus on connaît en amont un site archéologique et plus il va être possible de le prendre en compte dans une logique globale d'aménagement du territoire et éventuellement, et j'espère, de protéger ces vestiges archéologiques.
et pouvoir ainsi transmettre encore des sites bien conservés aux générations futures qui vont avoir d'autres techniques d'investigation que les nôtres à l'heure actuelle. Il faut se rendre compte que nous, en l'espace de 20 ou 30 ans, il y a eu un boom absolu en termes méthodologiques. En archéologie, on est une discipline qui se renouvelle énormément. On est en train de mettre en place des choses dont on ne pouvait même pas soupçonner l'existence il y a 20 ou 30 ans. Il faut se dire que ça va être la même chose. Les archéologues du futur, dans un siècle, ils auront développé des choses qu'on ne peut même pas soupçonner, imaginer à l'heure actuelle. Il faut leur laisser des sites pour pouvoir expérimenter ça, pour pouvoir documenter ça. Et il ne faut pas consommer tous les sites trop vite. C'est pour ça que je tente de développer les méthodes non invasives, vraiment dans un but de localiser, de documenter, mais sans détruire, pour pouvoir transmettre. On a parlé de différentes zones qui ont pu être survolées. Est-ce que, pour revenir sur Gergovie, vous avez déjà survolé le plateau de Gergovie ? Alors, je peux le survoler régulièrement, mais plus pour me rendre vers d'autres lieux. En termes d'archéologie aérienne, le plateau de Gergovie ne va pas donner de très bons résultats parce que le plateau est surtout occupé par de la prairie et par une petite végétation arbustive. Donc, ce n'est pas ce qui donne les meilleurs résultats en archéologie aérienne. On va préférer les champs cultivés, par exemple, et plutôt la plaine de la Limagne. Mais par contre, je peux survoler, par exemple, le plateau de Coran, qui, lui, est cultivé, et faire de très belles découvertes sur le plateau de Coran, qui est donc des découvertes que j'ai pu réaliser, d'ailleurs, il y a un petit moment, et que Mathieu Pou a pu tester. Donc ça, c'est aussi extrêmement enrichissant et très bien de voir, effectivement, entre l'image, la belle image que l'on peut avoir en archéologie aérienne, et pouvoir tester quand même les choses en fouille et se rendre compte de ce que c'est. Et justement sur Gergovie, donc l'archéologie aérienne, la prospection aérienne n'est pas la bonne méthode non invasive, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont pertinentes sur Gergovie, qui ont déjà été utilisées ou qui vont l'être dans les mois ou les années à venir ? Alors tout à fait, oui, il y a plusieurs méthodes qui ont déjà été utilisées, qui peuvent être réutilisées, déployées à nouveau. Vous avez eu un levé lidar qui a permis notamment de préciser le tracé du rempart de Gergovie. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lidar, c'est un laser aéroporté qui permet en fait de gommer, on va dire mécaniquement, informatiquement, toute la végétation pour n'avoir qu'une image vraiment du sol. On ne va conserver que le sol et on va voir tous les micro-reliefs sans être perturbé par la végétation. Et donc, on a une image un petit peu comme si on était sur la Lune. Il n'y a pas de végétation, donc on voit absolument tous les reliefs. Tout se dessine très bien. Et donc, sur Gergovie, on peut avoir une idée beaucoup plus précise du tracé du rempart, par exemple. Mais sur Gergovie, il y a également eu des campagnes de prospection géophysique, réalisées notamment par les collègues de la cellule géophysique de l'INRAP, qui donnent des résultats qui ne sont pas toujours simples à interpréter. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment qu'on est dans de la recherche méthodologique, on essaie de calibrer nos méthodes pour essayer d'avoir de plus en plus de détails, d'avoir une richesse d'informations. Et donc, par exemple, Gergovie est un formidable terrain de jeu, puisque c'est une table basaltique. C'est un petit peu compliqué en géophysique que de travailler sur ce genre de contexte, mais ça n'est pas impossible, et bien au contraire, ça peut permettre de calibrer nos outils pour essayer d'avancer et de préciser les choses. Alors, nous allons nous autoriser à sortir de la période gauloise pour venir vers votre période à vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, alors c'est une grande question qui s'annonce, ce qui change sur le territoire des Arvernes après la conquête romaine ? Il y a beaucoup de choses qui changent, et notamment la capitale. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a la création d'Augusto Nemetum, avec Auguste, le nom de l'empereur quand même, dans l'intitulé, vraiment dans l'ADN de cette nouvelle capitale. Donc ça, c'est quelque chose qui marque le territoire et qui va le marquer de manière extrêmement forte, puisque jusqu'à encore seulement quelques années,
Clermont-Ferrand était la capitale régionale. Donc c'est quelque chose qui, pendant 2000 ans, a impacté le territoire. Donc ça c'est quand même un changement majeur que l'on doit aux Romains. Et est-ce que tout tournait autour d'Augusto Nemetum, de cette capitale à l'époque, ou est-ce qu'on peut parler un peu des campagnes ou d'autres sites peut-être urbains sur ce territoire des Arvernes à l'époque ? Alors, il y a un maillage, il y a un réseau de villes, de petites villes, de hameaux sur le territoire des Arvernes durant le Haut Empire notamment, qui commencent à être bien documentés, notamment grâce aux méthodes non invasives qui sont déployées. On a encore fait, il n'y a pas très longtemps, une campagne de prospection géophysique sur le site des Martres de Verre, par exemple, qui est au pied de Coran et qui est une agglomération durant l'Antiquité. Donc on arrive à avoir une vision assez fine maintenant du territoire, et effectivement il y a mise en place d'agglomérations, et puis au sein des campagnes il y a ces grands domaines agricoles, ces grandes villas qui sont là, mais qui quelque part étaient déjà là avant la conquête. On ne va pas les appeler de la même façon, mais c'est finalement la même chose, même si en termes architectural, évidemment, ça peut évoluer. On peut notamment construire beaucoup plus en dur les choses, mais ça existait déjà à l'époque gauloise, et il ne faut pas se dire qu'avec le passage à l'époque romaine, en fait, on balaye tout, et c'est un grand renouveau. Le territoire des Arvernes à l'époque gauloise était déjà avec une influence assez forte, et notamment commerciale, tournée vers le monde romain. Alors avant de nous séparer, je voulais vous poser une question qui est en train de devenir un peu traditionnelle dans ce podcast. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que nous ne vous avons pas posée ? C'est une colle. Alors, je vais prendre mon joker. Deuxième question, vous êtes un grand sportif, vous pratiquez la course à pied, le trail. Est-ce que vous avez un site archéologique privilégié pour votre sortie running ? Alors, grand sportif, je ne sais pas, j'aime bien courir, effectivement. Je cours très régulièrement sur le plateau de Gergovie, parce que je n'habite pas très loin du plateau de Gergovie, donc c'est très pratique pour moi. Puis on a même réussi, en fait, grâce à la fondation de l'Université Clermont-Auvergne, à prolonger un petit peu et à combiner cette passion. On a, vous le savez, organisé il y a quelques mois maintenant, un run and bike sur le plateau de Gergovie qui a permis en fait d'allier à la fois une discipline sportive et puis d'avoir une dimension culturelle, puisqu'il y avait des ateliers, il y avait un lien très fort avec le musée de Gergovie, et puis à côté de ce run and bike, il y avait également une randonnée scientifique qui a permis de croiser, de mettre en lumière deux chaires portées par la fondation de l'Université Clermont-Auvergne, Sport et Santé et Archéologie, Arverne 2.0. Eh bien, merci Bertrand, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce numéro avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à notre série. Et comme d'habitude, pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée-gergovie.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt.